Et puis le succès de la ligne A, à partir de sa mise en service en 1993, a dépassé toutes les espérances. Et à ce moment-là, l'environnement aidant, la loi sur l'air, un certain nombre d'injonctions venues d'ailleurs, la montée de préoccupations environnementales, la mobilisation des associations a montré que, bien sûr, on avait fait la ligne A, mais que les habitants n'hésitaient plus à abandonner leurs voitures dans les parkings des extrémités, dont on nous disait pourtant à l'époque qu'ils seraient vides. Or, ils ont été absolument pleins tout de suite, sous-dimensionnés. Et donc, l'idée d'aller prendre les transports collectifs, d'abandonner la voiture, n'était pas à rejeter complètement. Donc, on est passé dans une phase nouvelle qui correspond au prolongement de la ligne A et à l'ouverture de la ligne B, où désormais le transport collectif, ici organisé autour de ces deux artères maîtresses que sont les deux lignes de Vals, pouvait se faire contre l'automobile. Et bien sûr, l'ouverture de la ligne B est assez significative, puisque on vient de le voir tout à l'heure. Dès l'ouverture, on a décidé que le grand axe qui partageait le centre-ville en deux serait largement réservé aux piétons, aux cyclistes, et que l'automobile y aurait une place absolument réduite. Donc 3 périodes. Je vais essayer donc de résumer. Livrer la ville à l'automobile, adapter la ville à l'automobile, c'est la grande idée des années 1948 jusqu'aux années 80. Une ville dont l'axe principal a été, sur le plan de Tavernier de 1631, la Grande Rue, le quart d'eau de la ville romaine, allant donc de la porte Narbonnaise à ce qui est devenu la place du Capitole ultérieurement. Sur ce plan, on a reporté le tracé de la ligne B. Et problème de l'encombrement de ce quart d'eau au XIXe siècle était particulièrement important, au point qu'on a pris des mesures radicales. La ville s'étant étendue entre le rempart et le canal, on a pris des mesures radicales qui ont consisté, pour traverser la ville, à réaliser ces percées haussmanniennes dont on vient de parler, et pour la contourner, à établir à la place du rempart une ceinture de boulevard, qui n'a vraiment été complète qu'en 1913, lorsqu'on a pu passer de la rive droite à la rive gauche à Naval, avec la réalisation de ce que nous appelons le pont des Catalans ou le pont des Amidoniens. Donc, traverser la ville du nord au sud, on a là la solution des percées haussmanniennes. Des percées haussmanniennes qui ont joué un rôle dès leur ouverture entre 1906 et 1912 pour l'essentiel. Elles sont devenues les axes majeurs de circulation dans la ville, puisque ces rues à peine terminées, on a choisi d'abandonner à Toulouse le transport par omnibus à chevaux pour le tramway électrique, et que les deux seuls axes par où le tramway électrique pouvait passer étaient les rues nouvelles, à peine achevées, avec un lieu névralgique, un point névralgique, qui est le carrefour d'Esquirol, où les deux percées se croisent. Et c'est là qu'en 1947 a été établi, par exemple, le premier feu tricolore dans cette ville, et où on a essayé, souvent en vain, de régler la circulation. Mais tout cela ne suffit pas, hein, même si cette aventure haussmannienne avec ces percées qui ne sont pas vraiment des percées complètes et cette ceinture des boulevards rendent bien des services. Après 1945, on sent bien que tout cela ne va pas suffire, bien entendu, et qu'il va falloir faire de nouvelles infrastructures pour adapter la ville à l'automobile. C'est ce qui apparaît de façon très très nette, alors que la périphérie progresse, dans les plans que je ne vais pas commenter précisément, mais les plans qui, après celui de Jossely dans l'entre-deux-guerres, celui de Nicot et ceux qui ont suivi, en fait, sont des plans de circulation. On multiplie les pénétrantes, les rocades, et c'est là qu'on voit apparaître des projets extrêmement nombreux, dont certains ne seront pas réalisés, d'autres le seront. On nous a présenté hier le boulevard des Crêtes sur la colline de Jolimont. Il est inscrit là. Il ne sera jamais réalisé du pont des Demoiselles jusqu'au Faubourg Bonnefoy. On en fera juste un petit bout, mais bien plus tard, avec une utilité fortement discutable. Je vous fais remarquer que dans ce plan de 1948, il est déjà tracé dans la vallée de l'Hers une voie de type autoroutier, en disant qu'un jour viendraient se raccorder sur cette voie des autoroutes, donc
on pouvait imaginer la réalisation jusqu'à Narbonne, d'une part, et jusqu'à Paris ou Bordeaux, d'autre part. Alors devant cette adaptation, cette nécessité d'adapter la ville à l'automobile, quels sont les travaux qui ont été réalisés? Et là, on va se retrouver la notion de patrimoine, puisque ces travaux, en particulier dans la zone dense de la ville, posent un certain nombre de problèmes. Alors il y a d'abord la question majeure qui est la question du stationnement. Question du stationnement, les voitures qui occupent beaucoup de voiries, qui vient s'ajouter au problème de la circulation. Alors pour faciliter la circulation, d'abord on élimine les tramways, ce qui ne facilite pas le développement des transports collectifs. Et puis on va se lancer dans la réalisation de parcs de stationnement en ouvrage, dont les vieux marchés qui avait été construit en 1892, prenant la succession de la halle de pierre qui était sur la place Victor Hugo à la croisée des deux percées, eh bien, vont être remplacés. Ces éléments ne sont pas considérés comme éléments du patrimoine. Il faut être moderne, bien entendu. Donc, le marché Victor Hugo est détruit, est remplacé dès la fin des années 50. Voilà, par le silo à voiture que l'on connaît, avec ses deux rampes hélicoïdales. Deuxième destruction liée à cette fièvre modernisatrice, eh bien, c'est le marché des Carmes, qu'on voit ici dans une photographie antérieure à 1926, puisqu'on a toujours le clocher de la Dalbade, qui est livré aux pelleteuses au milieu des années 60 pour être remplacé par un bâtiment qui a des qualités incontestables de fonctionnalité, où on retrouve le nom de Georges Candilis ici, avec cette rampe hélicoïdale et puis un bâtiment en façade qui est sur la demi-percée, puisqu'on est là dans une demi-percée de la rue du Languedoc. On continue avec ce besoin de circulation et de stationnement, avec le cœur de la ville, qui est quand même la place du Capitole, photo ancienne ici, qu'on voit à l'époque des tramways hippomobiles, et qu'on va doter dans les années 70, au début des années 70, pour éliminer tout ce stationnement qui est sur la place, d'un parking souterrain. Alors on franchit une étape, on n'est plus dans la technique du solo à voiture, dans les parkings souterrains qui vont ensuite se multiplier. Il faut dire qu'on était avec des traces d'archaïsme un peu fort, comme en témoigne cette photographie pour le ramassage des ordures qui date des années 50. Et donc on va essayer là aussi de régler ce problème. Mais au fond, on court après l'impossible parce qu'au fur et à mesure que l'on crée des aires de stationnement, elles sont saturées. Au fur et à mesure qu'on crée des voies routières, elles sont saturées. Alors, ce qui témoigne bien de la volonté d'adapter la ville à l'automobile, c'est cette carte des parkings qui ont été réalisés et dont la plupart ont été réalisés en même temps qu'on faisait le métro. Donc je crois que là, on a un élément tout à fait intéressant à prendre en compte.